Nos ancêtres les Gaulois, ils étaient divisés en tribus. Ils parlaient tous à peu près la même langue, du moins ils arrivaient à peu près à se comprendre. Ils avaient des institutions assez avancées, les tribus élisaient leurs magistrats, disposaient pour la plupart de gouvernements populaires et se réunissaient en conseils généraux. C'est tout cet agencement politique, un pays qui vivait donc finalement relativement sereinement entre tribus gauloises, que va venir démolir un étranger venu de la péninsule italienne. Nous sommes sous la fin de la République romaine. Il s'agit du proconsul romain Caius Iulius Caesar, celui que l'histoire va retenir sous le nom de Jules César. Jules César va décider donc de se livrer à une conquête de la Gaule. La guerre des Gaules, comme on le voit, va durer 7 ans, avec des victoires, des défaites. Mais une guerre de 7 ans, c'est une guerre très longue. Et cette guerre va être conduite d'une façon tout à fait particulière. Un historien du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Cet ignoble stratagème, ça a été la corruption des élites gauloises. Voilà ce qu'écrit l'historien Amédée Thierry. Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes Gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leur penchant, il s'appliquait à les corrompre par l'ambition, à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique. C'est extraordinaire. L'Empire naissant, puisque c'est en fait le fils adoptif de Jules César, c'est Auguste, qui en moins 27 avant Jésus-Christ va définitivement fonder l'Empire romain. Mais Jules César, nous sommes sous la République finissante, il est en train de bâtir un empire. Et Jules César invente cela, la corruption des jeunes élites gauloises pour progressivement étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ces instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent, il leur prêtait au besoin ses soldats, il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose, c'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. Chaque nation, chaque ville avait donc son parti romain et son parti national qui s'observaient l'un l'autre et en venaient souvent aux prises, surtout quand il s'agissait de l'élection des principaux magistrats. Donc c'est Amédée Thierry, dans cette histoire des Gaulois de 1842, très grand historien du XIXe siècle. Comme le disait l'un des chefs gaulois de l'une des tribus, César s'est emparé par une perfidie infâme de tout ce qui conservait encore dans l'âme quelque indépendance et quelque amour de la patrie. C'est Dumnorix, ce chef gaulois de la tribu des Éduins. Cette tribu gauloise qui, d'ailleurs, va finir par pactiser avec les Romains contre les autres tribus gauloises. En d'autres termes, et je crois que c'est un bon point de départ pour rappeler notre histoire, la conquête de la Gaule par les Romains fut d'abord une guerre contre l'âme du peuple gaulois. En 1831, le premier pensionnat autochtone ouvre ses portes à Brantford, en Ontario. En 1876, le gouvernement fédéral adopte la loi sur les Indiens. Tous les enfants autochtones tombent alors sous sa tutelle. En 1920, la fréquentation du pensionnat devient obligatoire pour les autochtones âgés de 6 à 15 ans. On arrache les enfants à leur famille pour les mener au pensionnat.
En 1991, la commission Erasmus-Dussault estime qu'au cours du siècle dernier, environ 100 000 enfants autochtones auraient séjourné dans l'un des 135 pensionnats, écoles ou écoles industrielles qui leur étaient réservés. Tous ces établissements partageaient un objectif commun, l'assimilation des enfants autochtones. En 1996, on assiste à la fermeture du dernier pensionnat. Près de 13 000 enfants des Premières Nations et des Inuits du Québec ont fréquenté plus de 10 établissements répartis sur le territoire. La perte d'identité, de la langue et de la culture est inestimable, tout comme les séquelles psychologiques et sociologiques occasionnées par les pensionnats. Ces pensionnats, financés par le gouvernement fédéral mais gérés par le clergé, étaient créés pour assimiler de force les Premières Nations. Interdiction de parler sa langue maternelle, encore moins de pratiquer sa spiritualité. Il fallait tuer l'Indien en eux. Frères et sœurs n'ont pas le droit de se parler ni de se côtoyer. On nous obligeait à parler français, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'ils me disaient des fois. Puis là, ben, quand on comprend pas, ben, c'était un coup de pied dans le derrière ou bien une claque en arrière de la tête. Il fallait pas qu'on parle notre langue. Nous, dans ma génération, en 1954, c'était la catastrophe dans ma vie que j'oublierai jamais et que je dois vivre pour le restant de ma vie avec ça. Déracinement total de nos parents. Et j'ai pas revu maman après. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent encore aujourd'hui quand je parle de ça. Et des fois, j'ai une petite colère en travers de tout ça. Mais tout de suite après, ça se place. Et alors, cet déracinement-là, qui nous ont flanqués dans une grosse bâtisse comme celui-ci. Et ça s'appelait le pensionnat de petits sauvages. Et j'ai touché l'histoire et j'ai fouillé dans l'histoire aussi, parce que quand tu es jeune, tu oublies des fois. J'ai tout retrouvé les documents. C'était très médiatisé dans le temps 1952 pour enseigner les petits sauvages, pour qu'ils deviennent des petits blancs. Alors, c'était pas tout. Et quand on est arrivé là, moi, j'avais des beaux cheveux longs. Puis, j'avais aussi un beau costume que ma mère m'avait fabriqué et tout, des mocassins, tout. Mes soeurs, mes frères, on était 6 quand on s'est fait enlever de nos parents. Et qu'on était flanqués après dans l'école de petits sauvages. Et c'est là, quand j'ai rentré là, ils nous forçaient de rentrer. Et déjà là, il n'y avait aucun respect envers les enfants, que moi j'ai connu le respect avec papa et maman, que j'ai connu aussi l'amour avec papa et maman. Et tout de suite après ça, après d'avoir perdu des vêtements, ils nous ont rasé la tête. Au complet. Ça fait mal beaucoup, ça. Perdre tes cheveux. Et on ne se connaissait plus. On ne se parlait plus. On n'avait pas le droit de parler notre langue. À chaque fois qu'on parlait notre langue, on se faisait attraper par le missionnaire ou par une religieuse. Et il nous disait toujours, on ne comprenait pas ce qu'il disait. On a fini par comprendre que parce que si on utilisait notre langue, il nous coupait notre langue. Et alors ça reste dans la mémoire. Et après ça, c'est plus cruel que ça encore. C'est des douches communautaires. Après ça, c'est des viols. Nous étions 500 enfants dans la même journée qu'on s'est fait violer, tous au niveau sexuellement. Et ça, pour moi, ça a duré pendant 6 ans. Et être enfermé dans les placards
Et il nous disait toujours, tu as fait quelque chose de pas normal, tu n'es pas correct, tu n'iras pas au ciel. Et la punition, c'est... Il nous faisait passer un film. Les Allemands, la guerre, Japonais, tout ce qui est la guerre, de tuerie, tout ça. Puis il nous disait après, si tu n'es pas gentil, tu vas être comme eux. Tu vas tuer du monde. Alors, on ne voulait pas ça. On était à 100% à l'écoute à un moment donné, ces gens-là. Et j'ai grandi avec la violence. Ça ne paraît pas, hein? J'ai grandi avec la violence. J'attendais parler de mon frère Jean-Paul hier. Il est tombé dans l'alcool, lui aussi. Et moi aussi, j'ai tombé dans l'alcool. J'ai bu. Amuna Mote. Mote Foulé. Voilà, donc au cours de mon séjour en mars 2013 au Congo, j'ai donc eu vent d'une pratique qui a existé, que ce soit durant la colonisation ou qui s'est même perpétuée par la suite. Et c'est une pratique qui tournait autour d'une punition que l'on appelait symbole chez nous et que par la suite j'ai découvert que dans d'autres pays portait un autre nom qui était le signal. Donc ces personnes qui au Congo m'en ont parlé, il y en a une qui a bien voulu témoigner et que j'ai interrogé donc là-dessus. Ensuite je suis revenu et fort de ce que j'ai découvert, c'est que de nombreux pays africains l'ont appris et plusieurs générations, pas que ceux qui ont vécu la colonisation, mais même y compris des jeunes. Donc en arrivant ici, je t'en ai parlé. Oui. Et avec toi, tu as vu, hein, on a pu interroger, on a commencé par un ancien, donc le doyen, qui en a témoigné. Ensuite, on a vu avec un plus jeune, Kamtra, qui a pu aussi en témoigner. Et suite à cela, donc après cela, on a donc découvert que effectivement, c'est bien une punition qui consistait à nous priver de notre langue et en même temps à susciter un phénomène, un principe de délation qui faisait que ce symbole-là se perpétuait de personne à personne. Mais au final, de tout ce que l'on a eu à faire, c'est-à-dire ce qu'on j'ai rapporté du Congo, le doyen qu'on a interrogé, Kamtra qu'on a interrogé, je t'ai demandé quand même de faire une analyse, voilà, une analyse de tout cela. Et voilà, qu'est-ce que tu as pu donc sortir au final de tout cela? Il faut savoir quelque chose, c'est que ces gens-là, ce qu'ils ont pratiqué chez nous, ils l'ont forcément fait chez eux. Ils n'ont pas réinventé la roue. Nous nous situons dans un système esclavagiste, despotique, tyrannique. Donc, ils ont déjà conceptualisé tout ce qu'il y a à faire et maintenant, en fonction des endroits où en fonction de ces endroits, ils vont adapter la chose, etc., etc. Donc, ce qu'ils ont fait chez nous, c'est ce qu'ils ont d'abord fait chez eux. C'est ça le principe. C'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les barbares du Nord. Alors, Abloti, voilà. Alors, maintenant on va essayer de donner, parce qu'on dit qu'ils ont fait ça chez eux, il faut, ça peut paraître comme étant une affirmation gratuite. Hein. Maintenant il faut donner des exemples, apporter des citations pour démontrer que ça s'est également fait chez eux. Bien entendu. Avant qu'ils ne l'apportent chez nous. Alors moi j'ai trouvé des auteurs qui en ont parlé. Je vais en citer quelques-uns. Déjà, il y a un premier auteur qui en parle en Irlande et au pays de Galles, donc je vais le citer. L'auteur, c'est Henriette Walter. Et le titre de son ouvrage, c'est « L'aventure des langues en Occident. Leur origine, leur histoire, leur géographie ». Ça, c'est le titre de l'ouvrage. Donc, c'est aux éditions Robert Laffont. Que nous dit l'auteur? Là, je cite. Ok. Avec l'arrivée, on pourra commenter en même temps, hein. Avec l'arrivée, pendant la première moitié du 19e siècle, de propriétaires anglais dans les terres de la vieille aristocratie irlandaise, va s'accélérer le recul
puis l'éviction de la langue irlandaise de tout écrit légal ou administratif. Donc il y a éviction déjà. Dans l'Est et le Nord-Est d'abord, tous ceux qui réussissent dans la vie sociale abandonnent alors progressivement l'usage de l'irlandais, qui reste la langue quotidienne des paysans, le bas peuple, des pauvres et des illettrés. Donc là, on nous dit que l'irlandais, la langue irlandaise est remplacée par l'anglais. D'accord. Parce que c'est la langue des paysans, des pauvres et des illettrés. On a eu la même analogie tout à l'heure quand on a parlé de vaches. Tout à fait. Cette situation demeurera celle de l'Irlande jusqu'au milieu du 19e siècle. Ok. À partir de cette date, le processus de désaffection de l'Irlandais devient une réalité. Processus de désaffection, désamour, devient une réalité. Il est facilité par l'installation dans toute l'Irlande d'un grand nombre d'écoles anglaises. Même processus. On installe une école pour enseigner la langue du colon. Donc, d'un grand nombre d'écoles anglaises où l'on interdisait formellement aux enfants de parler irlandais. Symbole. La méthode était cruelle. Chaque élève portait autour du cou une sorte de plaquette appelée scorin en anglais, donc S-C-O-R-2-E-N, scorin, sur laquelle le maître d'école faisait une encoche chaque fois que l'élève laissait échapper un mot en irlandais. Au bout d'un certain nombre d'encoches, l'enfant recevait une correction. Châtiment. Des méthodes semblables étaient utilisées à la même époque, aussi bien au pays de Galles, où l'on appelait cette pratique le Welsh Note, pour éradiquer le gallois, que dans les écoles de France pour lutter contre toutes les langues régionales. En Bretagne, on appelait symbole un objet souvent repoussant qui était transmis d'un élève à l'autre chaque fois que l'un d'entre eux disait un mot en breton. Et l'enfant qui avait la malchance d'avoir le dernier à recevoir le symbole au moment où sonnait la cloche de la récréation était alors puni. Fin de citation. Donc là, on a eu Irlande, pays de Galles, chez les Bretons, etc. Est-ce que tu peux me permettre un commentaire là? Bien sûr, c'est fait pour. À ce niveau-là, j'entends beaucoup d'Africains se vanter qu'en Occident, ils aient réussi à faire l'unité culturelle à travers les langues. Souvent, ils se vantent que voilà, dans les pays anglophones, on parle anglais, dans les pays lusophones, voilà. Et que nous, en revanche, les Africains, ben voilà, on a une multitude de langues et on est capable de s'arrêter à une seule langue. Mais on voit que cette pseudo-unité linguistique chez eux, elle s'est construite au prix de torture, de traumatisme. De la haine, il faut le dire simplement. Voilà. Tandis que chez nous, on voit bien que si nous n'avons pas eu cela, c'est tout simplement parce que chez nous, la liberté est une fois de plus encore un des principes les plus fondamentaux chez nous. Effectivement, effectivement. Voilà, je voulais vraiment juste relever cela. De toute façon, on pourra revenir dans les commentaires là-dessus, mais c'est très important ce que tu soulèves. Et d'ailleurs, pour aller dans le même sens que toi, je vais apporter d'autres citations. D'accord. Donc, ça c'est un auteur. C'est en fait dans une revue intitulée L'Apport d'Homme 5, à la page 371. Donc c'est une revue d'études basques. Compte rendu de ce, je crois que c'était un colloque qui était organisé. Alors, que nous dit-on dans cet ouvrage? On nous dit que l'introduction de la corne révèle comment, dans des pays considérés comme de grande tolérance linguistique, les États-Unis par exemple, les mesures d'interdiction et d'exclusion contre d'autres langues que l'anglais ont été fréquentes, sans parler du sort des langues indiennes.
Bien ça. Donc ça, c'est une intervention de Lacorne, hein, dès Lacorne, dans la politique de Babel, du monolinguisme d'État au pluralisme linguiste, au plurilinguisme des langues. Donc en gros, ça rejoint ce que tu viens de dire. Ouais. On nous les présente comme étant des pays, comment il a déjà dit, de grande tolérance linguistique, Voilà. et même de grande tolérance de secours, alors que ce qu'ils font dans la réalité, c'est tout le contraire. Alors, on a parlé ici sans parler du sort des langues indiennes. Parce qu'il faut rappeler aussi que les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens américains, les Amérindiens, Voilà. ils ont subi également une forme de symbole d'exclusion linguistique. Absolument. Donc, je vais apporter 2 citations là-dessus. La première, c'est de Joël Rodskoïski, Le renouveau indien aux États-Unis. C'est ça le titre de son ouvrage, aux éditions L'Harmattan. Donc, à la page 290, on nous dit ceci. Mais les échos de la culturation forcée, des enfants expédiés de force dans des écoles éloignées des réserves, où il leur était interdit de parler leur langue, où on les forçait à se faire couper les cheveux et à s'habiller comme des blancs, trouble encore les mémoires. En raison d'un passé lourd de souvenirs, l'éducation est demeurée longtemps pour les tribus synonyme de déindianisation. D'accord. C'est aussi clair que ça. Donc on voit bien qu'il y a une intolérance culturelle même, il faut dire, parce que la langue, ça va avec la culture. C'est le véhicule d'une culture. Tout à fait. Et une autre citation, ça c'est en fait dans une revue, Le Petit Futé, intitulée États-Unis Sud. À la page 52, on nous apprend que, selon l'UNESCO, la plupart des langues indigènes des États-Unis sont en danger. Et beaucoup ont déjà disparu. Cela est dû... Ah non, je répète. Selon l'UNESCO, la plupart des langues indiennes des États-Unis sont en danger. Et beaucoup ont déjà disparu. Cela est dû au long processus d'acculturation et de persécution subi par les Amérindiens. Page 52, fin de citation. Donc on voit qu'eux également, ils ont subi le symbole. Alors, tu vois, on peut croire qu'il y a une acculturation parce qu'on a fait un choix. Voilà. Il n'y a jamais ça. Effectivement. Lorsque la culture occidentale s'impose quelque part, c'est toujours avec de la violence. Par la violence. Et C'est pour pas- imposer leur unique point de vue. Comme Voilà. s'ils sont les seuls sur Terre à penser. Je vais apporter d'autres citations. On a vu rapidement le cas de Breton. Ben, on va revenir longuement sur le breton et les pays de Galles. Donc, c'est un auteur, Hervé Abalin, dans son ouvrage Histoire des langues celtiques. Vu que là nous sommes en train de faire un petit peu le tour pour montrer que ça ne s'est pas passé qu'à un seul endroit, mais il y a eu plusieurs endroits et à différentes époques. Donc son ouvrage, c'est aux éditions Jean-Paul Gissereau. À la page 81, que nous dit-il? Il nous dit que vers la même époque, le symbole appelé Welsh Note, comme on l'a vu, existait dans certaines écoles. Et la délation était, semble-t-il, une pratique assez courante. Délation, on reviendra pour commenter de cela également. Ça, c'était au pays de Galles. Alors, chez les Bretons, plus longuement, on va s'y intéresser. Là, je cite toujours le même auteur. Et là, c'est à la page 115 et 116. Le même auteur nous dit ceci. Se mettait en place une politique linguistique. Donc là, il décrit en fait la culturation. Le processus. Voilà. Se mettait en place une politique linguistique visant à anéantir les patois. Parce que là, les mots sont très importants. À anéantir les patois. C'est-à-dire les langues autres que le français. L'abbé Grégoire, dans un rapport resté célèbre, devait signaler que 6 millions de Français ignoraient la langue nationale et que 6 autres millions la parlaient à peine. Appelant de ses voeux l'unité linguistique d'une république unie et indivisible qu'assurerait le français, langue de la liberté, il déclara devant le comité de l'instruction publique le 30 septembre 1793, je le cite, « Ainsi disparaîtront insensiblement les jargons locaux,
les patois de 6 millions de Français qui ne parlent pas la langue nationale car, je ne puis trop le répéter, il est plus important qu'on ne pense en politique d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de la raison à la vieillesse et la vieillesse des préjugés. C'est très important ce qui est dit. Donc, cette diversité, donc les autres langues, ils les appellent diversité d'idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de la raison, et la vieillesse des préjugés. Là, c'est entre eux, hein. Voilà comment ils se traitent. Maintenant, on va croire que c'est en venant chez nous qu'ils vont apporter la civilisation et autres. Je poursuis mes citations. La République déclare ainsi la guerre aux idiomes anciens, Welsh, Gascon, Celtique, Wisigoth, Phocéen et orientaux. En lombardaire, oui pluviose en deux. Désormais, le breton, comme les langues autres que le français, est banni de l'école en tant que langue véhiculaire de l'enseignement. Donc avant, ils enseignaient en breton et maintenant, c'est interdit. En Basse-Bretagne, de très nombreux documents, circulaires, correspondances, déclarations officielles témoignent de la virulence d'une politique répressive qui vise à éliminer le bas breton, terme dévalorisant. On pourrait citer quantité d'exemples de ce que Morvanou a appelé le discours colonial. On se contentera de signaler quelques formules significatives. Je cite, « Il faut absolument tuer le langage breton ». Ça, c'est en 1893. Surtout, rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne. Ça, c'est un sous-préfet aux instituteurs en 1845. À l'époque et jusqu'à une date assez récente, des mesures vexatoires avaient été prises dans de nombreuses écoles pour dissuader les élèves de parler breton. La plus tristement célèbre étant le symbole, parfois aussi connu sous le nom de vache, de sabot. Au premier terme suspect, le surveillant vous glissait dans la main ce signe d'infamie. À vous maintenant de vous en défaire en le passant à un condisciple, astucieusement pris en faute par vous. On gagnait à ce genre d'espionnage de devenir assez vite un excellent apprenti policier. Astucieusement. Ça, c'est l'auteur qui cite un autre auteur, Lebras. Ah, Lebras. C'est tellement important qu'il faut que je le redise. Surtout, rappelez-vous, messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer la langue bretonne. Les termes sont... c'est même pire que... Bref, je poursuis la citation. Il va sans dire que cette interdiction de parler breton à l'école, assortie de mesures coercitives, a été perçue par les élèves comme une condamnation de la langue qu'ils pratiquaient et que pratiquaient leurs parents. La langue, dévalorisée à leurs yeux, devenait objet de honte et développait en eux un complexe d'infériorité. On reviendra sur les conséquences de cela chez nous. Donc on voit que ça développe un complexe d'infériorité. Alors, là on a un petit peu fait le tour de la question du moi. En Europe, on l'a vu en Amérique également avec les autres. Je ne sais pas si tu as des commentaires à faire là-dessus, mais disons que ce que je retiens, c'est que c'est ce que tu avais dit au tout début, hein, c'est-à-dire que nous pensons des fois qu'ils viennent et c'est à partir de nos tares qu'ils décident de corriger et donc créer des concepts afin de nous élever. En fait, on voit très bien. Il y a un but précis derrière. Voilà, c'est des choses qu'ils ont d'abord appliquées chez eux parce qu'eux-mêmes ont estimé que chez eux, ils retrouvaient les fameuses mêmes conditions. Et ensuite, ils viennent les appliquer chez nous parce qu'ils ont l'intention d'exploiter par le même processus. Donc on voit bien que cette méthodologie, cette pratique
issu de leur mode de production. Absolument. C'est dans leur tête, leur schème, leur vision du monde. Donc c'est pas quelque chose de nouveau qu'ils inventent. Non, ça se pratiquait On depuis voit bien longtemps. que le but est de tuer l'autre vision pour imposer la leur. Effectivement. Ce que tu as dit, la langue, c'est ce qui véhicule justement notre vision. Donc, on tue notre langue pour imposer l'autre. Effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il serait quand même bien, bon, je n'ai pas poussé la recherche là-dessus, mais je vais c'est un chemin qu'on va ouvrir hein, pour ceux qui pourront ou qui voudront approfondir la recherche. Parce que là, on met les gens sur le chemin de la compréhension et après aux autres d'approfondir la recherche. Donc, quand on va un petit peu, parce que moi je me suis posé la question de savoir, mais c'est quand même bizarre, parce que s'ils ont cette pratique chez eux, c'est qu'il doit quand même avoir une telle tare dans leur, quand on a parlé de mode de production, donc certaines de leurs cosmogonies, de leur mythologie, on devrait trouver des équivalences de cela. Comme tu aimes à dire, il doit bien y avoir une source. Mais bien sûr, il y a toujours effectivement, il y a toujours une source dans laquelle il puise et après il la développe ou l'adapte en fonction du temps, des localités et autres. Alors moi, en poussant un petit peu la recherche, quand tu m'as parlé de symboles et tu me l'as décrite et quand j'ai poursuivi mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, il s'agit ni plus ni moins que d'un contexte d'acculturation, d'aliénation. Et l'aliénation, ça passe non seulement par la culture, les enseignements et autres, mais surtout par la langue. D'accord. Alors, ça m'a fait tout de suite penser à nos frères arabisés. Donc, ceux qui se sont convertis à l'islam, qui sont devenus musulmans. Tout à fait. Alors, que dit-on dans l'islam? On dit que la langue du Coran, la langue de l'islam, la langue du prophète, c'est l'arabe. De telle sorte que quand tu veux intégrer cette religion, tu es obligé d'apprendre le Coran en arabe, donc d'abandonner ta langue pour parler l'arabe. Voilà une autre forme de symbole. Donc là, on les retrouve même dans leurs textes religieux. Tout à fait. Donc je vais citer certains versets du Coran. Donc c'est les versets de la vache. Comme on l'a dit, c'était un passage qu'on ouvre et puis à chacun d'aller poursuivre ses recherches. Donc c'est plus dans par exemple dans la sourate 12, le livre de la vache 2, qu'est-ce qu'on nous apprend? Dans le verset 2 plutôt, on nous apprend que nous avons fait descendre un Coran en langue arabe, afin que vous puissiez le comprendre. Dans la sourate 14, verset 4, on nous apprend « Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple. » Le messager, c'est le prophète Mahomet, qui est arabe, afin de les éclairer. Et c'est Dieu qui égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Sourate 43, verset 44, on nous dit que c'est assurément un message pour toi et ton peuple. Donc le Coran est assurément un message pour les Arabes. Voilà, pour les Arabes, pour leur peuple, il est bien normal qu'ils le fassent, ils ne sont pas condamnables d'ailleurs, qu'ils le fassent en langue arabe. Absolument. C'est normal. Alors donc, nous, du moins, ceux qui se convertissent à l'islam, ils subissent un symbole, parce que la langue de l'islam, du Coran, pour apprendre le Coran, il faut le faire en arabe. Donc, il y a l'interdiction de traduire. Voilà, interdiction de traduire. Et d'ailleurs, on le voit avec nos frères de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Eux, ils sont obligés de connaître l'arabe.
Voilà pourquoi ils connaissent la langue arabe et qu'ils apprennent. Parce qu'il y a même notre frère Lasconi qui fait des reportages quand il nous montre ses vidéos. Et bien justement, on voit des enfants apprendre l'arabe. Tout à fait. Et on n'oublie pas que cette langue-là, souvent, est apprise sur des coups de fouet. Des coups de fouet, bien sûr. Chaque jour, Ibrahim vérifie les connaissances de ses élèves. Les enfants doivent lire sans erreur les phrases écrites sur leur tablette ou réciter par cœur des versets du Coran. Malheur à ceux qui se trompent ou ne savent pas. Sont 50 ou 100 000, selon l'UNICEF. 300 000 pour Tostan, une ONG sénégalaise. Toutes les écoles coraniques ne sont pas aussi dures que celle d'Ibrahim. Dans les taras de ce type, il y en a des centaines. Peu des élèves seront plus tard capables de trouver un métier. Beaucoup essaieront de partir, ou ils continueront à mendier. La seule chose qu'ils aient vraiment apprise et pratiquée. Leur seul moyen de survie. Les punitions. Au final, c'est ce que... On pourra y revenir, mais la même chose qu'ont fait les Européens, c'est les mêmes choses qu'ont fait les Arabes, parce que quand ils sont venus occuper ces territoires-là, ils ont créé des écoles et ils ont appris leurs coutumes, enfin du moins ce qu'ils voulaient aux populations. Donc c'est le même principe que l'on retrouve partout. Unité culturelle. Voilà. Et ce qui est le plus terrible, c'est que ils font de nous nos propres bourreaux. Effectivement, mais à force d'en finir, on pourra y revenir. Tout à fait. Donc le principe ici qu'il faut appliquer, c'est le principe latin qui dit « vae victis », malheur au vaincu. C'est ça. Donc si tu es vaincu, tu peux oublier tout ton patrimoine culturel. Et c'est d'ailleurs ce qui nous est arrivé. Parce que comment le symbole, ou vache, ou je ne sais pas comment il
Ils appellent ça en fonction des Vache, régions. symbole, signal. Comment c'est arrivé chez nous? On vient de le dire. Par le biais de l'école. L'esclavage, en fait, oui, l'esclavage, la colonisation. Et la colonisation, c'est une occupation. Occupation militaire, occupation culturelle, occupation linguistique, occupation spirituelle. Ce qu'on appelle abusivement colonisation, c'est ça. Donc c'est une série d'occupations. Je pose une question. Quelle est la différence entre l'esclavage et le colonialisme, au fait? L'esclavage oblige les gens à travailler en usant de leur force de travail jusqu'à ce que mort s'en suive. S'ils sont miraculés, ils ne meurent pas. Ils sont dans un état où, comme je l'ai vu moi-même, l'espérance de vie était de 17 ans. Point adulte. Donc on te montre un être humain de 17 ans aux États-Unis à l'époque. J'ai les photos. Il ressemble à quelqu'un qui a 82 ans. Le colonialisme a ceci de particulier, qu'il y a des Noirs qui n'ont pas de caste coloniale, mais qui ont le costume pour faire le travail, et qui montrent aux Blancs qui sont plus sévères avec leur semblable que le Blanc lui-même. Et ces nègres, ils sortent d'où? Ils sortent de quelque chose que tu n'avais pas sur les plantations d'esclaves. Les missions coloniales catholiques et l'école coloniale républicaine. Ces deux-là. Parce que pendant l'esclavage, on n'avait pas besoin de quelqu'un qui a étudié. Bosse seulement. Voilà. Tu bosses, la canne. Allez, la canne. Mais là, le vice du système a fait qu'il y a eu une mutation. Le système va former maintenant quelqu'un qui est noir, mais qui va faire carrière en défendant la suprématie blanche. C'est-à-dire l'extermination de son propre peuple. Voilà le colonialisme. Le néocolonialisme. L'essence du colonialisme, c'est ça. Le colonialisme a formé un indigénat d'élite. Sinon, il n'y aurait pas eu de néocolonialisme. Sinon, à qui ils allaient transmettre? Donc, le colonialisme a fait le boulot pour qu'il y ait le néocolonialisme. Alors, le cas du Sénégal est un cas très intéressant parce que vous savez que le Sénégal est l'une des toutes premières colonies de la France. La conquête a commencé par le Sénégal. Et Cheikh Anta a dit que l'impérialiste, quand il arrive chez vous pour vous conquérir, il a déjà fabriqué les armes pour vous dominer. Et il le compare au chasseur de la préhistoire qui, avant même de pister l'animal qu'il veut abattre, va d'abord l'abattre magiquement. Et les gens, c'est ce qu'ils ont fait effectivement. Pour illustrer cela, je prendrai le cas de Faidherbe. Vous savez que c'est l'un des généraux qui a réussi la conquête du Sénégal, Léon Faidherbe. Faidherbe, quand il a commencé à conquérir le pays, à battre nos résistants, tels que les Lat Dior, les Alboury Ndiaye et d'autres, Faidherbe, la première chose qu'il a faite, c'est ce qu'il a appelé l'école des otages. L'école des otages, et je crois qu'il l'a créée vers les années 1854, donc au début de la conquête. Et dans cette école des otages, que faisait Faidherbe? Faidherbe prenait tous les fils de chefs qu'il avait vaincus pour les amener à l'école et leur inculquer justement les rudiments de la culture française. Et il avait pris quelqu'un du nom de Sidia Diop. C'était le fils de la reine du Wallo, Ndakeyalla. Et quand il l'a amené à l'école des otages, il l'a fait débaptiser pour l'appeler Léon de son prénom. Et il l'a formé à l'école des otages
Par la suite, il l'a envoyé, je crois, en Algérie pour complément de formation. Il pensait donc tuer en lui le résistant qu'il était devenu. Malheureusement pour Faidherbe, les choses n'ont pas marché, parce que quand Sidia est revenu, il a pris conscience que Faidherbe voulait le tuer culturellement. Et c'est lui-même qui, renonçant aux habits européens, je suis mal placé pour le parler, aux habits européens que Faidherbe lui avait taillés. Alors, en signe de révolte, Sidia a décidé de remettre ses habits traditionnels, de se tresser sa chevelure et de prendre la tête de ses troupes. Et c'est ainsi qu'il est tombé les armes à la main, il n'a pas été tué, mais il a été exilé, je crois qu'il est mort en exil. Donc pour vous dire que l'école, le projet que les colons avaient était un projet très clair. Et par la suite, cette école s'appellera l'école des fils de chef, pour essayer d'atténuer un peu. Mais cette école avait pour objectif de fabriquer des gens qui seraient utiles au système colonial. Et j'ai un autre cas, c'est un certain Yoroboli Diaw, qui était aussi fils de chef et qui a fait l'école des fils de chef ou l'école des otages. Et Yoroboli Diaw a été tellement bien façonné, bien travaillé par le système colonial qu'il avait décidé d'écrire justement l'histoire des pays Wolof pour permettre aux Français de mieux connaître ces populations pour mieux les dominer. C'est extraordinaire. Moi, en 1963, j'étais à l'école primaire, mais les programmes étaient encore des programmes français. Donc 3 ans après l'indépendance, c'était des programmes français. Et moi, j'ai appris que autrefois la France s'appelait la Gaule et ses habitants les Gaulois. La mémoire me manque et je retrouve ma leçon. Leur prêtre s'appelait les Druides et la cueillette du gui était pour eux solennelle. Ce sont des choses que j'ai mémorisées en 1963 et qui sont restées. Alors, ou bien le Val, souviens-toi du Val de Soissons. Oui, absolument. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont très profondes. Alors, on ne peut pas parler d'occupation et de déportation, comme on l'a vu ici, que ce qu'ils ont fait chez les Bretons, par exemple, ou au pays de Galles, ou etc., c'est à travers l'école qu'ils le faisaient. Donc, on ne peut pas parler de symbole chez nous sans étudier l'objet de l'école coloniale à Kéméta. Ça, c'est très important. Alors, là également, je vais citer certains auteurs qui en ont parlé, hein, qui ont fait un super travail dessus, donc on n'a plus à refaire la roue. C'est le professeur Kizerbo, dans son ouvrage « Éduquer ou périr », à la page 21 et 22, qui nous dit ceci. Donc là, il donne le but de l'école coloniale. Mais dans l'ensemble, cette école était un je recommence. Mais dans l'ensemble, cette école était un sous-système global de domestication de l'Afrique. Les mots sont très importants. Un sous-système global de domestication de l'Afrique. Le ministre français des colonies, Albert Sarraut, l'énonce clairement. Donc là, il cite le fameux ministre. Instruire les indigènes est assurément notre devoir. Mais ce devoir s'accorde de surcroît avec nos intérêts économiques, administratifs, militaires et politiques les plus évidents. Fin de citation. Là, ça rejoint ce que tu disais quand tu parlais des Bretons. Tout à fait. Tu expliquais que en fait, le symbole avait pour but un but également économique. Tout à fait. Parce qu'en fait, la meilleure façon... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'école va être là pour préparer des futurs consommateurs. Effectivement. Et après, ben voilà, justement, via la langue sera ce véhicule qui va permettre d'imposer une marchandise. Parce que voilà, pour consommer, il faut savoir lire, connaître ce que l'on consomme. Effectivement. Donc là, on vient de voir les buts de cette école de domestication de la pensée du vaincu. Malheur au vaincu, disent les latins.
Je vais citer un autre auteur, donc là c'est le professeur Abdou Moumouni, dans son ouvrage L'éducation en Afrique, donc à la page 54 à 57. Il nous dit ceci. Là également, il faut être très attentif à la lecture. C'est très important les mots. Pendant des décades, les idéologues théoriciens de la colonisation, les hauts fonctionnaires et autres responsables de l'appareil colonial, d'oppression politique et d'exploitation économique ont chanté en chœur à l'intention des colonisés d'abord, de l'opinion publique internationale ensuite, la grandeur de la mission civilisatrice du colonisateur. Pour atteindre les objectifs qui lui étaient fixés, l'enseignement colonial a mis au point et utilisé tout un ensemble de moyens sur les plans du recrutement, de la discipline et de l'organisation de l'école. Du contenu de l'enseignement que nous devons examiner. Les élèves étaient rigoureusement choisis. Partout. C'est d'abord les fils des chefs qui ont constitué le premier contingent. Viennent ensuite les fils de notables, des fonctionnaires de l'administration coloniale, des employés du commerce colonial, d'anciens tirailleurs sénégalais. L'enseignement était tout entier dispensé en français. Non seulement il était formellement interdit aux maîtres de faire appel aux langues africaines, mais les élèves eux-mêmes étaient menacés de sanctions disciplinaires quand ils s'exprimaient en langue maternelle dans l'enceinte de l'école. Nombre d'Africains ont connu enfant la hantise et la peur du symbole, qui circulait toute la journée de main en main pour échouer en fin de classe dans celle de l'élève que le sort aura désigné au coup et aux gifles du maître. Les programmes et les manuels de l'époque montrent que tout dans l'enseignement visait à convaincre le jeune Africain de l'infériorité congénitale du noir, de la barbarie de ses ancêtres, de la bonté et de la générosité de la nation colonisatrice qui, mettant fin à la tyrannie des chefs noirs, a apporté avec elle la paix, l'école, le dispensaire, etc. C'est particulièrement en histoire, et pour cause, que se faisait sentir l'entreprise de falsification et de mystification dans la formation du jeune Africain par l'enseignement colonial. Combien d'Africains se souviendront, toute leur vie, des mensonges et contre-vérités qu'ils ont récités sans rien y comprendre? Nos ancêtres les Gaulois, chantant les chefs si braves qui ont récité... chantant les chefs si braves qui prirent Samori. Plus de fer, plus d'esclaves à nos vainqueurs, merci. Donc en gros, ils nous ont libérés de Samori, qui était un esclavagiste, d'après eux. Dans ces colonies, la France traite ses indigènes comme ses enfants, etc. Donc ça, c'est ce qu'on enseignait en cours d'histoire. Enfin, l'enseignement colonial était un enseignement au rabais. Selon une logique implacable, les programmes étaient d'un niveau assez bas. Le seul compatible avec l'incapacité intellectuelle de l'Africain, avec la nécessité de doser judicieusement les connaissances qu'elles, les populations africaines, sont capables d'assimiler, et le besoin impérieux de cadres auxiliaires indigènes. Toutes les écoles conduisent à des diplômes taillés sur mesure. Pour les Africains, dont le niveau ne pouvait se comparer en aucun cas à celui des diplômes français des écoles de même nom. Fin de citation. C'est aussi clair et limpide que je ne sais même pas s'il y a quelque chose à rajouter à cela. Ben, juste une chose, toujours par rapport, je reviens encore, parce que là, ton exposé, ça me fait ramener encore des trucs.
symbole, tu as dit que chez les Bretons, ils appelaient ça aussi la vache. La vache. Et on voit comment toujours la langue, elle va évoluer, mais comme disait, je ne sais pas si c'est Ancin qui disait que c'est le coffre-fort. Hein. Donc quand on y cherche, boîte noire. La boîte noire. Quand on cherche, on peut retrouver le sens véritable. Tu vois cette expression qui consiste à dire « oh la vache ». Mais en fait, si tu vois bien, quand tu dis « oh la vache », tu veux dire que ce type-là m'a trahi. C'est « oh la vache, il m'a trahi ». Mais en fait, si tu vois bien, celui qu'on désigne comme étant la vache, donc celui qui a trahi, en fait, dans le ton, c'est celui-là même. Mouvement d'indication, oh la vache. Voilà. J'ai vu la vache, avec son symbole, sa cloche d'ailleurs. La vache qui met sa cloche. Donc c'est aussi clair, c'est limpide. On voit vraiment le cheminement intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, quand tu discutes, tu me disais que tu discutais avec certains qui croyaient au pays que c'était une pratique de chez nous, imposée par nous. Et on dit que oui, les Noirs ne s'aiment pas entre eux et les Noirs est méchant. Mais figure-toi, lorsque ce principe entre dans la maison, regarde jusqu'à aujourd'hui. Effectivement. Lorsque dans nos maisons, combien nos parents ne nous ont pas interdit de parler nos langues maternelles? Parce qu'eux-mêmes ont subi le symbole. Et nous, après, on va perpétuer cette chose-là sans en connaître l'origine. Ni la signification, le pourquoi, ni le comment. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ne pas s'aimer.